Franck. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la thérapie. Pourquoi une thérapie marche, pourquoi une thérapie marche pas. On va explorer tout ça. J'ai une première question. À quoi se reconnaît une thérapie qui fonctionne? Au résultat? Le résultat, qu'est-ce que le résultat? C'est l'objectif du client? C'est ton objectif? Qu'est-ce que tu appelles le résultat? Disons que dans un déséquilibre, j'aime pas le terme client pour bon, il s'adapte au coaching, mais pas trop à la thérapie. On n'a pas le droit normalement de parler de patient parce que voilà, on n'a pas fait médecine. On va dire que quelqu'un qui vient avec des déséquilibres, il a un bien-être à restaurer. Le but du thérapeute, c'est de comprendre cette demande. Et après de lui voir à son niveau comment il peut réinstaurer cet état de bien-être ou de santé. Le but, l'objectif, il est commun. Même si la personne qui vient en thérapie ne sait pas comment elle va restaurer ce bien-être ou cette santé, elle vient voir le thérapeute. Thérapeute, ça veut dire celui qui tend la main, qui donne la main, qui accompagne. Parce que elle a confiance et sait que lui, il a les moyens, les connaissances, le savoir, c'est son chemin pour restaurer justement ce bien-être, cette santé. Est-ce qu'il y a une notion de court terme et de long terme? C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont besoin d'abord abréger une souffrance qui est trop dure. Puis j'imagine que l'objectif d'un thérapeute, c'est justement de fixer les choses à long terme. Pas forcément. Il y a les thérapies brèves, comme en psychologie ou en psychothérapie, mais il y a des accompagnements, c'est vrai, qui s'instaurent sur la durée. On appelle ça des suivis avec une certaine régularité. Ils répondent à deux besoins différents. Certaines personnes auront besoin, par exemple, voilà, pour revenir vraiment dans le concret de la thérapie énergétique, il y a des personnes qui vont venir pour une séance et qui, une fois avoir reçu la séance, fait la séance, vont en garder les bénéfices pendant des mois, une année, peut-être plus. D'autres, au contraire, ont pas qu'une seule petite transformation à accomplir. Il y a des choses plus compliquées. Surtout, par exemple, pour les pathologies ou les problèmes qu'on porte depuis des années. Alors, c'est relatif parce que souvent, on porte ces problèmes ou ces pathologies, dont les pathologies, elles sont manifestées généralement par la forme symptomatique, mais les problèmes en soi, qui sont plus profonds, souvent on les porte pendant des années sans en avoir conscience. Donc le jour où on prend conscience que oui, il y a quelque chose à libérer, suivant les personnes, suivant leur niveau d'avancer sur leur chemin, qu'est-ce qu'ils ont déjà accompli en eux-mêmes, ils vont pouvoir soit faire le saut quantique, le bond en avant, sauter le précipice pour atteindre l'autre rive en une séance. D'autres auront besoin de plusieurs séances, d'un suivi, pour que justement cette transformation, qui vont être plein de petites transformations successives, puisse s'instaurer, se stabiliser et perdurer ensuite, voilà, pour toujours. Donc on peut pas parler de durée de thérapie idéale, c'est très personnel, c'est très contextuel. Moi, je dirais, il n'y a pas de thérapie standard. Il n'y a pas, c'est pour ça que, dans les thérapies énergétiques, j'ai pas mal écrit là-dessus, notamment mon premier livre, Reikiho no Tebikisho, disponible sur la page des éditions Suisho Reikido, Suisho, SUISHO-REIKIDO.org. Donc oui, j'ai pas mal écrit là-dessus. Il n'y a pas de thérapie pour moi standard. On est tous des êtres uniques. On a une singularité. C'est comme vouloir faire rentrer toute l'humanité dans la même taille de pantalon. Ça n'a aucun sens. Pour moi, voilà, c'est la vision des choses que j'ai. Et dans la pratique, concrètement, pragmatiquement sur le terrain, c'est vérifié. L'accompagnement le plus efficace, c'est vraiment celui qui va pouvoir s'osmoser avec le rythme de la personne qui est accompagnée et aussi avec toutes ces
ses parties, c'est-à-dire ses constituantes, sa singularité. D'accord. Qu'est-ce qu'une thérapie qui tourne en rond? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il faut changer d'approche, de thérapeute? Qu'est-ce qu'une thérapie qui tourne en rond? Déjà, au niveau éthique, par exemple, dans l'éthique, la charte éthique du Suisho Aikido, si on se rend compte, on est face à ce cas que, voilà, on se rend compte que ce qu'on fait, oui, ça tourne en rond. C'est pas à la personne de dire, mais vous pensez pas que, c'est au contraire à celui qui est l'expert dans le domaine à dire, je suis désolé, mais voilà, c'est important de garder cette humilité, de pouvoir dire, je ne sais pas répondre à votre question. Je ne peux pas œuvrer pour vous accompagner plus en avant. Voilà, c'est ça. Et ça arrive pas que dans la thérapie bioénergétique, ça arrive aussi en psychothérapie. Donc, pour moi, c'est la logique dans toutes les disciplines d'accompagnement. C'est-à-dire quand quelqu'un qui accompagne voit ses limites, il est tenu à l'honnêteté de reconnaître ses limites et d'en parler à celui qui l'accompagne pour l'orienter vers quelqu'un plus expérimenté ou plus spécifiquement compétent dans ce qu'il est nécessaire d'accomplir. Tu parlais d'éthique. Est-ce que promettre un résultat, c'est mentir? Un petit peu, parce que il n'y a pas de constante dans le processus de guérison ou voilà d'amélioration d'un état. C'est très personnel. On disait que tous, on est unique. Notre singularité fait que suivant les personnes qui vont recevoir l'énergie, vont faire tout de suite un bénéfice automatique très rapidement, d'autres au contraire qui vont avoir besoin de plus de temps pour lever les blocages, déjà lâcher, c'est une histoire de lâcher prise, d'ouverture. Donc tout se situe à ce niveau de capacité d'ouverture par le lâcher prise. Et ça, c'est pas évident parce que c'est quand on est dans ces situations-là que souvent on se rend compte à quel point on ne sait pas lâcher prise. D'accord. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui ne veut pas vraiment changer? Non. La thérapie, c'est pas une baguette magique. En tout cas, voilà, la thérapie que moi j'exerce, c'est pour ça que les promesses, on ne peut pas les faire. L'honnêteté et la baguette magique, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, je vais aller voir un thérapeute, ça va être un peu l'effet Alka-Seltzer, quoi. Ça va être immédiat et ça y est, on a résolu le truc. Non. Le chemin de libération, le chemin thérapeutique, c'est un processus de transformation. Et il peut pas se passer de l'implication vraiment véritable de celui qui a envie de transformer les choses ou de celui ou celle qui a envie de transformer les choses en lui ou en elle. Le thérapeute, comme on disait, c'est celui, littéralement, en grec ou en latin, je sais plus, ça veut dire celui qui tend la main. On fait pas les choses à la place des gens. Et justement, c'est pas faire des choses, construire un mur ou, voilà, comme les gens pourraient s'imaginer, il faut que je fasse du sport, non. C'est des choses à faire dans l'attention à soi. Parce que c'est ça qu'on développe, justement, pour accéder au lâcher prise. Il faut ouvrir la conscience et donc apprendre à concentrer la conscience, prendre conscience véritablement de ce qui se passe en nous. Et on pourra comprendre, en comprenant le noyau qui est en nous, forcément, on comprendra beaucoup mieux ce qui se passe autour, c'est-à-dire tout ce qui vient du noyau, notre vie. D'accord. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que le client, patient, bénéficiaire, peu importe le mot, doit être acteur de sa thérapie? Et qu'est-ce que ça veut dire être acteur? Qu'est-ce que le thérapeute attend du client, patient, bénéficiaire? Acteur, c'est que dans la thérapie énergétique, on arrive à des niveaux de conscience profonds, concentrés. Le but, c'est que ce qui se passe et les échanges verbaux qu'il peut y avoir suite à la séance soient pas les paroles en l'air, pas du vent, pas oui, juste un compte rendu, on a fait un beau voyage, il faisait beau, il y avait des mouettes, et voilà. C'est vraiment utiliser ces informations. Le thérapeute, lui, je reçois par exemple en séance des tas d'informations qui sont pertinentes, bien sûr, à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire un accompagnement thérapeutique.
Je fais le tri pour pas surcharger le mental, parce que c'est pas le but en fin de séance, pour transmettre les informations cruciales, essentielles. Essentielles pourquoi? Parce qu'elles vont pouvoir être utiles à l'après-séance et à la continuité du cheminement de la personne qui était en séance. Et si cette personne prend ces informations mais n'en fait rien, finalement, elle lui est complètement inutile. Le but, c'est justement, je donne des recommandations, des guidances, c'est pour les faire. Sinon, voilà, c'est pas utile que je les transmette. Et les faire, c'est pas des choses compliquées. Ça peut être, parfois, souvent, il y a des exercices de respiration, de méditation, ou des routines à adopter. Pourquoi? Parce que ça va soutenir, après la séance, le travail en inertie de l'énergie. Donc, plus la personne arrive à entretenir cet état de j'accompagne mon processus thérapeutique, ce qui se passe en moi par l'énergie, plus l'énergie aura un terrain inertique long pour œuvrer et donc résoudre. D'accord. Ça amène à une question qui est importante, je pense. Est-ce qu'un thérapeute devrait expliquer ce qu'il fait? Tu dis oui, mais en même temps, tu parles de surcharger le mental. Donc, quelle est la limite à ce niveau-là? La limite, c'est ce que je viens de dire. C'est par rapport à l'utilité des informations qui sont transmises. Le but, c'est pas de faire du blabla ou de montrer sa science. Le but, c'est vraiment de donner des éléments, des repères, des clés, des points focaux qui vont permettre à la personne de concentrer justement son attention sur ces points-là. Parce que, voilà, c'est les points essentiels sur lesquels on a à œuvrer. Donc, si on les met de côté ou qu'on les prend en option, eh ben, ouais, c'est comme mettre la thérapie, finalement, le fait d'aller mieux ou de restaurer une santé ou un bien-être, le mettre de côté. C'est-à-dire, je souffre pas assez, à la rigueur, pour vraiment le truc, prendre le taureau par les cornes et m'y investir à fond. Voilà, c'est ça. Ça demande de s'y investir et régulièrement. C'est un changement à accomplir, donc qui se passe ici et maintenant à chaque instant. Est-ce qu'il y a des choses qu'un thérapeute choisit consciemment de ne pas dire pour certaines raisons? Oui, ça peut arriver. Par exemple, des informations véridiques, mais qui seront pas utiles ou qui risquent de choquer ou de freiner ou de perturber justement le processus thérapeutique. Ces informations-là, elles n'ont rien à faire dans un rapport en thérapie, en tout cas énergétique. Dans d'autres formes pas de thérapie, mais plus en psychologie, c'est comme ça que ça se passe. On étale vraiment le listing de toute la problématique et sa mécanique. En thérapie bioénergétique, c'est pas vraiment utile, sauf si on doit amener la personne à lui mettre les points en évidence sur justement le lien avec les recommandations, ce qu'on lui conseille de faire, et les choses qu'elle faisait avant. Donc voilà, faire le lien et que la personne puisse se conscientiser l'importance de l'impact que ces choses-là ont sur son état. D'accord. Est-ce qu'il y a une notion d'autorisation en thérapie énergétique? C'est-à-dire que je fais quelque chose, j'agis avec l'autorisation du client, patient, bénéficiaire? Alors, ça aussi, ça rentre dans la charte éthique du Susho et l'Aikido, surtout quand on traite de thérapie énergétique. Pourquoi? Parce que on œuvre énormément à distance. Donc, effectivement, dès qu'on parle d'influence à distance, il est hors de question que on fasse quoi que ce soit pour qui que ce soit qui n'a rien demandé. D'où justement, par exemple, ça m'est arrivé déjà des personnes qui me demandaient une séance pour un de leurs proches, parce que dans leur tête, oui, il avait besoin d'une séance. Et finalement, en ayant les informations de base qui me sont nécessaires pour checker l'état de la personne en question, je me connecte à son soi, à son âme. Et l'autorisation, elle vient de ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est même pas le mental de la personne, c'est pour le bien absolu de la personne. Et moi, comme retour, j'avais, non, la personne, elle n'était pas
profondément au fond de son cœur dans cette demande. Et ça m'est arrivé de refuser des séances, soit des personnes qui demandaient comme ça pour d'autres personnes, sans vraiment les mettre au courant ou leur demander leur avis un peu en leur disant oui, je connais un thérapeute, il est bien, je peux te demander une séance, tu verras, ça te fera du bien. Tu vois, il y a un peu l'esprit, je vends le truc, j'impose, et sous le coup du relationnel émotionnel, souvent, on veut pas blesser l'autre, donc on dit ok, bon, d'accord. Mais non, le cœur est pas entier. Si le cœur est pas entier, dans la demande, pour la personne qui reçoit le soin, il n'y a pas de soin. Ça arrive aussi pour des personnes qui pensent que oui, une séance, régulièrement, elles viennent pour prendre leur verre d'Alka-Seltzer parce qu'elles en ressentent les effets immédiatement, instantanément. Mais de leur côté, elles s'investissent pas. Donc, au bout d'accompagnement, justement, pas qui tournait en rond, qui avançait, mais il n'y a pas de tortue, pas au potentiel. Et finalement, les gens, le but, c'est pas de les rendre addicts, dépendants de la thérapie ou de l'accompagnement. Au contraire, c'est de leur redonner, leur permettre de retrouver leur entière liberté, leur libre arbitre, leur souveraineté. Donc, si je me rends compte, ça m'est arrivé aussi que des gens, ils étaient trop dans cette routine régulière, je simplifie le truc, je m'implique pas, et puis j'envoie un petit message ou je téléphone à Franck et je lui dis tu me fais une séance. Au bout d'un moment, bien sûr que je leur ai proposé d'autres choses, et j'ai vu que finalement c'était toujours le même processus. Donc au bout du compte, oui, on s'est entretenu entre quatre yeux pour vraiment poser les choses à plat et faire le point. Et en fait, ces personnes-là, souvent, elles étaient restées dans des automatismes alors qu'elles avaient déployé tout le long de l'accompagnement des capacités, mais qu'elles n'avaient pas mis en pratique et en application. Du coup, elles n'en étaient pas conscientes. Donc, voilà. Ça m'est arrivé aussi de refuser de continuer des accompagnements parce que je voyais que il y avait cet investissement pas complet et plus dans le cadre de une dépendance, et ça c'est contraire justement à l'évolution, à la libération thérapeutique. Donc pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a des personnes que tu ne peux pas aider, et plus généralement, qui doit refuser un thérapeute? Qu'est-ce que doit refuser un thérapeute? Peut-être quelqu'un qui veut du résultat rapide. Tout simplement, je ne peux pas aider celui ou celle qui ne veut pas s'aider. Bien sûr, on va voir quelqu'un qui a des connaissances, des compétences pour être aidé. On est bien d'accord. Mais dire, moi, je lâche tout, je m'en occupe plus, il va résoudre mon problème, non. Parce que si les personnes viennent dans cet esprit-là, bien sûr qu'elles vont ressentir tout de suite les bénéfices de la séance, etc. Mais au bout de peu de temps derrière, ils vont retourner au même truc. Pourquoi? Parce que en eux, ils n'ont pas utilisé l'opportunité qu'ouvrait en eux justement la séance thérapeutique qui remet les pendules à zéro, vraiment, qui nous ramène à un état originel vibratoire, énergétique, et qui nous permet justement de redresser la barre, de rectifier les choses qui sont pas harmonieuses en nous. Parce que la conscience est ouverte, elle reçoit les informations, mais ça demande du temps ça demande de s'y consacrer. Voilà, de se prendre du temps avec soi, un rendez-vous avec soi. C'est par là que tout commence finalement dans la vie. D'accord. J'aimerais te poser une question du côté du patient, client, bénéficiaire. Déjà, comment je peux appeler cette personne? Qu'est-ce qui te... Moi, je parle de gens que j'accompagne. De l'accompagner? Oui, on peut dire accompagner, ou on peut dire patient. Bon, voilà, patient qui patiente, mais accompagner, je trouve que c'est bien. Ouais. D'accord. Donc, du côté de l'accompagner, est-ce qu'on peut avoir cette idée qu'on est attaché à son problème? C'est-à-dire qu'on a un bénéfice caché à ne pas aller mieux. Si je suis tout le temps malade, je vais toujours avoir des gens qui prennent des nouvelles, qui viennent m'aider, et j'ai peut-être peur que si je vais bien, plus personne ne soit là. Tout à fait. Justement, le travail du thérapeute, c'est d'amener ça à la conscience en lumière. On parlait des choses qui sont dans le placard, qui sont stockées dans nos cellules. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire.
des traumas ou des choses qui nous ont servi parfois il y a des décennies en arrière ou des années en arrière, et puis qui, ici et maintenant, au contraire, sont devenus des freins. Toutes ces choses-là, elles font partie tellement du décor quotidien qu'on ne les voit plus. Et le thérapeute, lui, oui, il met en œuvre la mise en lumière de toutes ces choses-là, nos parts d'ombre. Pourquoi? Parce que tant qu'on les fuit, on les refuse, forcément, il y a une partie de nous qui n'a pas le droit d'exister. Là, il y a une fracture. Et c'est ce qu'on nous a appris à entretenir depuis tout petit dans nos cultures, souvent. Mais voilà, le fait de mettre en lumière, c'est d'amener les gens à la compréhension, la prise de conscience, qui, dans l'acceptation, par l'acceptation, pas dire oui, ça me plaît. Non, accepter, c'est pas ça. C'est juste reconnaître oui, ça existe. Parce que tant qu'on refuse de dire ça, de reconnaître que on ne peut absolument rien faire sur les choses qu'on ne veut pas reconnaître. Pour notre subconscient, ça n'existe pas. Donc, il y a un blocus. Voilà. On peut rien faire dessus puisque ça n'existe pas. Finalement, mettre en lumière, ça permet de prendre conscience et de dire, OK, maintenant c'est comme ça. Je reconnais. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que on commence, voilà, à la libération thérapeutique. À partir de ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'un thérapeute doit être passé lui-même par des moments difficiles, doit avoir fait un travail personnel, doit avoir guéri? C'est indispensable. En fait, je vais donner un simple exemple, c'est celui que je connais bien, c'est l'école romande de musicothérapie à Genève. Parmi les critères d'acceptation pour commencer la formation, qui dure 3 ans à l'école, plus 1 année en institution spécialisée, médicalisée, c'est justement d'avoir suivi une thérapie. Pourquoi? Parce que on peut pas donner ce qu'on ne connaît pas. Et traverser des épreuves dans la vie, c'est ce qui nous apprend à comprendre vraiment ce que vivent les gens qu'on accompagne. Parce que dans les synchronicités, il n'y a pas de hasard. Et très souvent, le lien entre patient et thérapeute, c'est la rencontre de 2 êtres qui ont des choses à partager. Le thérapeute peut aider, guider, donner la main au patient, mais le patient aussi, avec sa problématique, apporte comme un rappel pour le thérapeute d'une douleur, d'une souffrance que le thérapeute a résolue déjà en lui. Et en plus, c'est chaque rencontre, chaque fois qu'on accompagne comme ça les gens, on peut vérifier, le thérapeute peut vérifier justement où il en est. Parce que cette remise en question du thérapeute, elle est quotidienne, elle est constante. C'est ce qui assure, on va dire, d'être intègre et pas partir dans des trucs de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, oui, c'est important. Quand une thérapie échoue, c'est la faute de qui? Et si toi ça t'arrive, qu'est-ce que tu remets en question chez toi? Le fait d'avoir accepté dès le départ cette personne ou peut-être autre chose? En fait, honnêtement, ça m'est jamais arrivé, sauf une fois. Mais c'est une personne qui refusait justement les solutions que je lui proposais. En fait, elle voulait prendre que ce qui l'intéressait parce que dans son mental, tu sais, c'est voilà, souvent on développe ce qu'on appelle l'ego spirituel. Donc on sait tout, en plus on est connecté, donc voilà. Et c'est une personne qui voulait prendre juste ce qui l'intéressait dans ce que je lui apportais, mais qui n'était pas pleinement investi dans l'intégrité de l'accompagnement complet que je propose. En fait, le relationnel dans la relation thérapeutique, vraiment, c'est une cohésion. On est à un niveau de conscience qui fait que dès qu'il y a plus il y a quelque chose qui perturbe ou qui est plus en phase, forcément,
l'accompagnement peut pas continuer dans ces conditions-là. C'est absolument impossible. Donc, pour en revenir à la question, quand une thérapie échoue, c'est la faute de l'accompagné? Non. Ça peut être aussi, on va dire, on est tous humains, on apprend tous. On est tous en chemin. On n'est pas tous au même niveau sur le chemin, mais on a tous des choses à apprendre. On est tous encore sur un chemin infini. Donc, plus on sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et justement, dans l'accompagnement énergétique, comme on disait, déjà, il y a l'aspect de singularité. Et puis, il y a des sommes conséquentes, vraiment incommensurables pour moi, d'informations par rapport au chemin d'âme, au chemin des relations, au chemin de soi, comment on va vivre ce chemin de vie, dans quelles conditions on va le traverser, pourquoi, pour quelles raisons. Tout ça, c'est des questions existentielles profondes qui vont être différentes, dont les réponses vont être différentes pour chaque personne. Donc, le thérapeute, lui, l'énergie, pour moi, comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, c'est le moyen de simplifier tout ça. Contrairement à la psychothérapie ou la psychanalyse ou la psychologie où on va décortiquer, on va disséquer, on va faire des analyses mentales très strictes. L'énergie, au contraire, elle rejette pas le mental, elle l'intègre. Mais c'est un petit point dans l'espace, quoi. C'est rien du tout par rapport à tout le reste. Donc, le thérapeute, il a ses ressentis. Et c'est à lui, justement, de toujours rester sur un chemin d'équilibre. La faute, elle peut pas être plus de la sienne ou de la personne qui l'accompagne, sauf si, oui, il est conscient qu'il a fait une erreur. Mais une erreur, peut-être que ça peut être un test aussi qui permette d'accéder à une nouvelle forme d'expérience, une nouvelle forme de suivi et qui, lui, justement, va pouvoir aboutir. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. J'allais rebondir là-dessus. L'échec est aussi moteur et aussi professeur. C'est-à-dire que j'imagine que chaque thérapeute a fait évoluer son accompagnement grâce à peut-être des erreurs de parcours, des choses comme ça. Donc l'erreur est aussi motrice. Elle est pas à éviter. On peut même dire, c'est le turbo de l'apprentissage. Nous, les humains, on a cette fâcheuse tendance à devoir avoir le feu au cul, comme on dit, pour se bouger les fesses, quoi. Quand les choses sont bien, on prend le plaisir de savourer ces choses et on a aussi tendance à s'endormir. Mais finalement, l'âme, elle est pas venue chercher un chemin dans l'incarnation pour le confort. Elle est venue pour la transformation. Donc, si on s'endort, forcément, il y a la vie qui nous réveille. Mais si on reste en conscience, si on reste dans cette relation à soi, à sentir justement qu'est-ce que notre âme, notre cœur, Dieu, la source, quel que soit le nom qu'on donne à ce tout, c'est toujours le même tout dont on parle. Et justement, rester en connexion avec ce tout nous permet de sentir les choses avant que, finalement, endormi dans le confort et l'oisiveté, on n'ait pas vu venir le train ou le bateau qu'on va se prendre en pleine figure. Donc, il y a deux moyens. On va dire, il y a un proverbe arabe qui dit le pur comprend au clin d'œil et l'âme comprend au coup de bâton. Voilà, ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, plus on est dans l'attention, plus on est dans la conscience de soi, de ce qu'on fait ici et maintenant dans l'instant, moins on aura besoin de prendre des coups de bâton pour comprendre. Oui, t'avais pas vu le panneau, mais il fallait tourner à droite, t'as loupé le truc. Donc voilà, c'est une histoire de conscience, de présence à soi. D'accord. Tu as parlé d'ego spirituel. Ça me fait rebondir sur le terme d'ego thérapeutique, l'ego du thérapeute qu'on entend beaucoup. C'est quoi le portrait robot d'un thérapeute qui a trop d'ego? Il aura le syndrome du sauveur surdimensionné. Il aura envie d'imposer ses soins à tout le monde, parce qu'en fait, dans son comportement, ce qui est flagrant, c'est que dans sa tête, son mental lui dit « tu sais mieux que quiconque ce qui est meilleur pour l'autre ».
Voilà, là on est dans l'ego thérapeutique. Le thérapeute ne sait pas ce qui est meilleur pour l'autre. C'est l'autre qui sait, dans sa profondeur, ce qui est le meilleur pour lui. Sauf que le thérapeute est là pour lui permettre d'accéder à cette information. Ou de la comprendre aussi, de la recevoir. Parce que l'autre n'est pas encore en capacité à pouvoir la capter. Mais en nous sont toutes les réponses à nos questions. Et bien sûr qu'il peut y avoir des experts, entre guillemets, qui savent mieux. Mais jusqu'à quel point ils savent mieux? À méditer. Il y a autant de thérapies énergétiques différentes que de thérapeutes énergétiques. Chacun a construit son système. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que différentes approches peuvent fonctionner? Disons que dans les thérapies alternatives, on retrouve cette approche chamanique dans le sens du chemin de l'apprentissage. Un chaman, terme générique, hein. Voilà, ça vient de Sibérie, on est bien d'accord, on en a parlé déjà dans les autres podcasts, mais voilà, les guérisseurs, les chamans, les hommes médecine du monde entier ont tous traversé des épreuves, des défis. Pourquoi? Parce que la vie nous rend forts à travers ces défis, elle nous permet de construire nos capacités. Et que ça, c'est un choix de l'âme. Donc, on peut pas vraiment s'y soustraire, sinon ça devient très très douloureux et on va traverser de toute manière des périodes de souffrance intenses pour se rendre compte que il y a des choses à transformer en nous. On peut pas rester comme ça. Donc, tous les thérapeutes, des thérapeutes alternatifs, se construisent de la même manière, à l'ancienne pour moi. Comme l'homme qui a pris soin du vivant et des autres, c'est toujours construit dans les temps anciens. Il apprend suivant son chemin, suivant sa singularité, suivant les synchronicités qui vont le plonger dans des expériences immersives, qui vont l'imprégner de choses, qui vont commencer à faire une alchimie intérieure. Et cette alchimie intérieure va produire sa voie thérapeutique personnelle. Et à partir du moment où le thérapeute qui a fait son chemin à travers différentes expériences par lesquelles il était attiré, magnétiquement attiré, il arrive à un moment où il doit faire la synthèse du tout. Voilà. Et là, il passe à un autre niveau de pratique, où justement, il va pouvoir, après la synthèse, avoir mis une cohérence globale de tout ça, pouvoir l'exercer, le tester, le mettre à l'épreuve pendant des années. Et une fois que, voilà, il l'aura affiné, il pourra le transmettre. D'accord. Tu as parlé un peu plus tôt de dépendance thérapeutique, de dépendance à son thérapeute. Tu en as parlé assez rapidement. Est-ce que tu pourrais nous éclairer à ce sujet? Ça me fait penser à l'addiction au tirage de cartes. Je dis pas que c'est pas bien. La divination, voilà, c'est se connecter à l'intuition, utiliser des supports. Ça, c'est normal. On peut le faire, on sait le faire. Si on sait le faire, autant le faire. C'est une capacité qui peut nous être bénéfique et pour ceux qui nous entourent. Seulement, être bloqué là-dessus, tu sais, l'addiction, c'est toujours quand tu dépasses une certaine limite. C'est-à-dire, quand tu pratiques quelque chose qui te fait du bien, même si tu vas tous les jours, voilà, t'es pas en addiction tant que le jour où tu peux pas y aller, tu vas pas péter les plombs. Voilà, tu dis ok, j'irai demain ou après-demain. Tu es dans le lâcher prise. C'est l'attachement en fait qui crée l'addiction. On peut profiter des choses dans la juste mesure, sans excès aucun, ni dans la frustration, ni dans l'abus. Mais le but, voilà, c'est de rester libre. Et si quelqu'un a besoin de thérapie, comme s'il allait manquer d'air, il y a un truc qui fonctionne pas là. Voilà, c'est au thérapeute à se poser la question, à voir ce qui se passe justement. Ça peut être aussi intéressant financièrement pour un thérapeute d'avoir des dépendants. C'est là qu'on fait la différence justement. Je parlais d'intégrité, je parlais de charte éthique du Sui Sho Aikido. Le but, c'est pas le thérapeute, c'est pas une machine à produire du soin. Justement, les thérapeutes qui font du standard et à la chaîne, c'est des usines à soins.
Ils vendent des préconisations, ou ils vendent, je sais pas, mais pour moi, ils vendent pas de la thérapie. Ils vendent une addiction, bien souvent. L'intégrité, elle est intransigeante. On peut pas faire passer l'appât du gain avant le bien-être de l'autre. À partir du moment où on est comme ça, on n'est plus thérapeute, on est commercial, tout simplement. Est-ce que faire confiance à son thérapeute est important? Je te demande ça par rapport à une anecdote d'un ami qui a toujours dit qu'il n'était pas sensible à l'hypnose. Donc, ça avait été des expériences d'hypnose de rue ou d'hypnose thérapeutique, jusqu'à ce qu'il rencontre un hypnothérapeute qui lui a vraiment inspiré confiance, et là, ça a fonctionné. Donc, est-ce que cette notion d'avoir confiance en son thérapeute est importante pour le résultat qu'on vient chercher pour le... C'est primordial. Pourquoi? Parce que dans la relation, on parlait d'ouverture de conscience, on parlait de lâcher prise. Si dans la relation qui se crée entre le thérapeute et son patient, il n'y a pas la confiance, c'est comme dans un couple, il n'y a pas d'amour. Et sans amour, il n'y a pas de lumière. Et sans lumière, il ne peut pas y avoir de thérapie. Aussi simple que ça. D'accord. Et une deuxième anecdote personnelle sur laquelle j'aimerais que tu rebondisses. J'ai rencontré l'année dernière quelqu'un à Bali qui m'a raconté qu'il avait fait l'ayahuasca une fois par an depuis 20 ans. Et cette personne transpirait l'insécurité, le stress, le mal-être. Et j'ai aussi rencontré une autre personne qui l'avait fait une fois et pour qui ça avait changé sa vie. Donc, est-ce que fondamentalement, le type de thérapie est ce qu'il y a de plus important? Puisqu'on voit que même sur quelque chose de puissant, avec une introduction d'un déclencheur externe, on n'a pas le même effet sur différentes personnes. Disons que non, c'est clair. Dans les médecines traditionnelles, les psychotropes sont utilisés pour ouvrir des niveaux de conscience. Excuse-moi, juste, j'ai parlé de ça, mais je voulais élargir au général, pas que sur les psychotropes. Oui. Non, mais je vais partir là-dessus, mais on va parler pour justement le bon chemin, choisir le bon framework, tu sais, le bon terrain d'ouvrage. Parce que si tu veux construire un truc mais que t'es pas sur le bon terrain, voilà, t'as pas l'essentiel finalement. Tu peux rien construire. Si t'as que du sable au lieu d'avoir un terrain viable, voilà, ça le fera pas. Dans les traditions, les psychotropes sont vraiment utilisés pour ouvrir la conscience. Après, il n'y a pas d'addiction. Chaque fois qu'ils sont utilisés, c'est un instant religieux, sacré. On n'est pas dans la banalisation. Je prends ça automatiquement, voilà. Non, c'est une recherche personnelle profonde. D'ailleurs, pour l'ayahuasca, c'est plutôt violent, donc faut avoir envie de le faire. Mais justement, pour ces personnes que tu connais qui y retournent chaque année, oui, c'est clair que soit il aime vraiment l'ayahuasca et qu'il a envie d'y retourner chaque année, soit si il va prendre de l'ayahuasca pour avoir une transformation thérapeutique, mais qu'il y retourne toutes les années comme ça. Ce qui était marquant, c'est que cette personne transpirait l'insécurité, était rigide, était... Et justement, il a décidé, c'est ça en fait le problème. On parlait de lâcher prise, d'ouverture de conscience. Lui, il a décidé que c'était l'ayahuasca, je sais pas, parce que dans ses représentations mentales, c'est le truc par excellence qui va le sauver. Mais finalement, il y retourne, mais ça tourne en rond. Et finalement, il reste, alors, soit deux choses. Déjà, il y a une complaisance dans son inconfort de mal-être, parce que peut-être que ça lui permet, comme tu disais, tu sais, être dans la complaisance, qui te fait perdurer dans une situation, bénéfice secondaire. Voilà, au bénéfice secondaire. Soit au contraire, l'ayahuasca peut pas l'aider parce que il a besoin d'un accompagnement différent, peut-être, pour comprendre ce qui se passe en lui. Parce que même, voilà, dans son comportement avec l'ayahuasca, peut-être qu'il est dans l'hypraconscience quand il est sous ayahuasca, mais en tout cas, il n'en fait rien parce que justement, il revient toujours au point de départ. Donc, soit c'est pas le bon truc, soit il lui manque quelque chose pour permettre de vraiment mettre à profit son expérience.
Et peut-être que c'est pas la bonne expérience. Peut-être qu'il a besoin d'une expérience plus adaptée à qui il est vraiment, mais comme il est dans la rigidité, il a décidé que c'était comme ça. Et ça, c'est le propre, justement, du non-lâcher-prise. L'attachement de l'ego qui va te verrouiller dans un couloir alors que tu es au milieu d'une forêt magnifique. Qui décide qu'il est temps d'arrêter une thérapie? L'accompagné ou le thérapeute? Est-ce que l'accompagné peut te dire tout va bien maintenant, mais toi tu peux voir quelque chose encore? Oui, bien sûr. Qui décide? En fait, la communication, elle est primordiale. Parfois, les gens, oui, par souci aussi, financier, tout ça, bon, on trouve toujours des arrangements quand vraiment c'est nécessaire. Et ils disent, oui, là, ça y est, je me sens bien, tout est OK. Et tu leur dis, mais si tu arrêtes maintenant, tout le bénéfice qui a commencé à se poser, à se fonder, tu vas le perdre avant qu'il soit stabilisé et justement sécurisé, construit pour durer. Les gens après, c'est toujours le mental qui a décidé que c'était comme ça, ou pour X ou Y raison, ils vont. Je respecte le libre arbitre de la personne. C'est-à-dire même si je vois que non, je vais dire ce qu'il est, et la personne se rend compte après, toujours, de toute façon, par elle-même. Mais sinon, il y a des gens, comme on disait, qui auront plutôt tendance à s'inscrire dans, après, oui, on est bien finalement confortable dans la relation thérapeutique et une petite addiction, parce que c'est un peu comme quand je vais prendre le thé le dimanche après-midi avec les copines ou un truc comme ça. Là, c'est au thérapeute à dire, là, vous avez plus besoin d'accompagnement. C'est bon, c'est fini. Vous avez toutes les clés en main et vous avez vos ailes ont grandi. Maintenant, il y a juste à les ouvrir. Sauter du nid pour voler. Tu as parlé d'argent. Pourquoi c'est si difficile pour un thérapeute de demander ce qu'il mérite? On va toucher les mémoires archaïques, les mémoires transgénérationnelles. Le thérapeute, il a souvent il part et commence avec le syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est invisible. Donc, c'est impalpable. C'est pas, comme quelqu'un qui va vendre un kilo de tomates. Les tomates, tu peux les sentir, c'est de la matière. L'énergie, non. Oui, on le ressent en soi, bien sûr, mais c'est pas visible. Et c'est pour ça que le réseau de confiance est très, très important. Quand un thérapeute s'installe quelque part, il y a toujours un certain temps nécessaire pour que justement se tisse ce réseau, que finalement des personnes, oui, qui ont eu une séance disent, ah oui, ils en parlent aux autres. Finalement, c'est ce qu'on appelle l'épreuve sociale. Voilà. Donc, ce syndrome de l'imposteur, il vient parce que l'énergie est invisible, impalpable, mais aussi parce que dans nos mémoires culturelles, on a fait la chasse aux sorcières. Qu'est-ce que c'était les sorcières? C'était les sourciers, les sourcières. Ceux qui savaient trouver des sources, des cristaux, on en a déjà parlé dans la géobiologie, ils connaissaient les plantes, ils connaissaient la nature, ils voyaient parfois les choses, l'invisible, ils savaient guérir les gens avec des moyens naturels parce qu'ils avaient une grande connaissance de la vie et du vivant. Sauf que forcément, c'était des entraves à l'institution religieuse. Voilà, donc il y a eu l'Inquisition. Ces mémoires sont ultra puissantes en nous, thérapeutes. Pourquoi? Surtout en Europe, par exemple, c'est en Suisse qu'au XVIe siècle, il y a eu le plus, et ça a été des génocides. Il y a eu des millions de sacrifiés sur le bûcher, torturés, tout ça. Tous des sourciers, des sorcières. Les mémoires des thérapeutes alternatifs, quand on est dans ce chemin de thérapeute ici et maintenant, c'est pas surgi de cette vie. Souvent, on récupère des mémoires. Et ces mémoires de vie passée, parallèles, on dit antérieures, mais bon, je les considère plus parallèles, c'est des niveaux parallèles. Forcément, au niveau du subconscient, ça demande un travail sur soi. Parce que on sent ce dénigrement, on sent à quel point on a dû se protéger, ne pas se montrer, on a dû être prudent pour pas trop parler de ce qu'on fait. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à pratiquer en 90. C'était dans le secret absolu, il y avait que la nature qui connaissait mon secret. Voilà. Donc toutes ces mémoires, c'est des choses, oui, en tant que thérapeute, on a libéré.
Forcément, quand le thérapeute n'a pas libéré complètement ses mémoires, quand il faut qu'il demande une rémunération contre le soin qu'il va donner, c'est subconscient. Il va se sentir injustement rémunéré. Dans le sens où, est-ce que tu mérites bien? Ouais, le truc, mais tu mérites? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois? Qu'est-ce que t'as quoi? T'as mis tes mains, t'es resté 1h30 là. La personne, oui, elle est mieux, elle est plus cassée en deux, mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? Elle repart avec rien. Tu vois, t'as le mental qui vraiment, il reprend la vague de ses mémoires émotionnelles, mémoire cellulaire aussi, enfin plus dans la tête. Pour te dire que c'est pour cette raison que les thérapeutes, oui, ont à apprendre ça aussi, à se respecter soi, et que même c'est hyper important parce que tant que le thérapeute n'arrive pas à se reconnaître et se dire j'ai rien à prouver, c'est se valoriser dans sa juste valeur finalement, se reconnaître dans sa juste valeur, ce qui va donner au niveau thérapie sera pas complet parce qu'il y aura toujours quelque chose derrière, voilà, qui sent venir le paiement et finalement le moment où c'est ouais, je vais recevoir de l'argent. Voilà. Et le mental, même s'il dit rien, il y a le subconscient qui raconte l'histoire chaque fois. Donc ça, c'est des choses, oui, à libérer. C'est pas facile parce que le thérapeute a d'abord à conquérir sa voie pratique. Ensuite, il a à conquérir son droit de mérite, sa légitimité. Parce que justement, le thérapeute, il restaure la légitimité, la souveraineté des gens qui l'accompagnent. Donc, s'il n'arrive pas à le faire de manière accomplie en lui-même, ça sera très difficile de le faire pour les autres. Ça sera impossible. D'accord. Une question un peu difficile à formuler, mais on va y arriver. J'ai envie de revenir sur cette notion d'ego qui emmène à pourquoi cette compétition entre thérapeutes. On va voir par exemple les thérapeutes issus d'un cycle classique, universitaire, etc., qui vont prendre de haut les thérapeutes énergétiques. Les thérapeutes énergétiques qui vont dire que les thérapeutes classiques ont l'esprit restreint ou ont rien compris, etc. Alors qu'au final, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que le patient, l'accompagné, ait des résultats. Et il y a des gens qui ont eu des résultats avec des thérapeutes énergétiques, il y a des gens qui ont eu des résultats avec des psychologues, avec des thérapeutes somatiques, avec des ostéopathes, etc. Donc, est-ce que c'est pas ça le plus important, plutôt que cette compétition de dire, bah moi j'ai raison, toi tu es restreint, toi tu, etc., etc. Bon, on peut dire que même, tu vois, on parlait de l'aspect thérapeutique, l'état du thérapeute et l'état du commercial. Le thérapeute, il peut pas être dans la concurrence commerciale, qui est dans cette logique de rivalité. Ouais, il faut qu'il fasse sa place sur le marché. C'est pour ça que un thérapeute qui se met en avant pour proposer ses services, c'est assez compliqué parce que tout de suite il est plongé dans un bain où pour lui c'est pas son monde. Il faut qu'il s'adapte, voilà, qu'il comprenne les règles du jeu et les ramener à son éthique, lui, à son intégrité, son niveau d'exigence personnelle. Voilà. Bien sûr que le plus important, on est tous singuliers, c'est que chacun puisse trouver la voie qui l'aide et qui justement l'accompagne de manière bienfaisante, bénéfique, quel que soit le chemin. Après, on peut découvrir tel type de discipline, ensuite passer à une autre. Justement, cette variété, c'est ce qui fait la richesse. C'est comme sur la planète Terre ou dans l'univers. La richesse de cet univers, c'est la diversité. Est-ce que on pourrait carrément aller à l'idée que vous parlez tous de la même chose, mais avec des langages différents? Pour toi, qui est thérapeute énergétique, s'il est à résolution avec un psychologue, un thérapeute somatique, un ostéo, je connais des gens qui ont eu des relations émotionnelles avec un ostéo. Manipulation. C'est qu'il y a quelque chose au niveau énergétique pour toi qui s'est passé, même si la thérapie n'était pas énergétique. C'est ça que je veux dire. Est-ce que finalement, on utilise des langages différents pour parler d'une chose? En fait, tout est relié. L'être, on est multidimensionnel. Si, mettons, tu veux parler d'une problématique ou d'une transformation,
Tu peux l'avoir au niveau mental, psychologique, intellectuel. Tu peux l'avoir au niveau émotionnel. Tu peux l'avoir au niveau énergétique. Tu peux l'avoir au niveau mécanique, au niveau corporel, au niveau physiologique, neurophysiologique. Tu peux l'avoir au niveau spirituel. Tous ces niveaux, forcément, n'utiliseront pas ni la même approche, ni le même discours, la même manière d'expliquer le phénomène. C'est comme on parlait de l'influence à distance dans les podcasts de la géobiologie des 6 éléments, la différence entre la radionique et la physique quantique. Voilà, c'est 2 approches différentes de 2 époques différentes, mais qui parlent de la même chose avec des mots différents. On va prendre un exemple concret. Quelqu'un qui va voir un bioénergétique. Voilà. Là, une séance ou un traitement, un suivi. Ensuite, bon, généralement, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, ensuite, il va voir un psychothérapeute. Cette personne-là, elle va avoir... Qu'est-ce qu'il va voir, le psychothérapeute? Il va voir finalement l'état à son niveau de compréhension de la psychologie de la personne, de ses états émotionnels, de ses états mentaux, de ses états comportementaux. Il va pouvoir avoir une compréhension et la partager avec la personne qui vient voir. Et ce qu'il va voir, c'est des choses peut-être, sûrement, qui viennent de l'accompagnement énergétique. Mais lui, il va pas parler d'énergie. Il va parler de ce qui se voit au niveau psychologique. Par contre, l'énergie, comme elle est en amont de la matière, elle est en amont de toute chose. La matière, on peut dire que c'est l'état final le plus dense de manifestation, de matérialisation. La matérialisation, la matière. Et au contraire, l'énergie, c'est le plus subtil. Entre ces 2 niveaux, oui, il y a plusieurs. Après, il y a l'émotionnel, le mental, etc. On n'est pas sur les mêmes niveaux d'approche. Donc, un autre exemple. Tu regardes un arbre et tu dis oui, cet arbre il est comme ci, il a été coupé comme ça, voilà l'approche physique, la forme de la taille. Et un bioénergéticien il va te dire oui, mais moi je vois déjà, il va reprendre une branche comme ça parce que je les vois, elles sont en train de se former au niveau bioénergétique, invisible. Moi je les vois. Un voit la forme qui est, l'autre voit la forme qui est en train d'être. 2 niveaux de compréhension, d'entendement et de regard, d'analyse. Et donc, si tu devais dire oui ou non, est-ce qu'on parle de la même chose avec des langages différents? Ah oui, je l'ai dit. Voilà, d'accord. C'est toutes les couches dimensionnelles. On a des êtres holistiques. Tout est lié. Tout est lié. Voilà, absolument. On voit beaucoup de thérapeutes énergétiques qui utilisent, qui se mettent à mentionner maintenant les neurosciences, la physique quantique. Mais on peut parler de Joe Dispenza, etc. Mais quasiment tous les thérapeutes énergétiques, si tu visites leur site web, ils vont faire des liens avec les neurosciences, la physique quantique. Mm-hmm. Donc, que penses-tu de ce pont? Est-ce qu'il a un sens ou est-ce que c'est marketing? C'est le sens, c'est que pour parler de l'énergie, on a très peu de vocabulaire. Parce qu'avant, on avait un mot, la magie. C'est magique. Voilà. On cherchait pas à comprendre, ou on savait pas comprendre, on savait pas expliquer. Tout ce qu'on voyait bizarre, c'était magique. Non, maintenant, depuis les neurosciences, oui, depuis la physique quantique, on commence à avoir un vocabulaire, des mots pour exprimer des choses qu'on exprimait de manière différente ou parabolique dans les temps anciens. Donc, oui, c'est un peu normal, à partir du moment où on traite avec l'énergie, de parler de neurophysiologie, de neurosciences, de quantique. Mais après, voilà, c'est pas un tampon confirmation du label, quoi. Voilà, c'est ça. Comme tu dis, c'est des mots qui sont très galvaudés parce que ne jamais oublier que il y a toujours le thérapeute et la partie commerciale. Voilà. À la rigueur, comment les deux sont... Chacun a trouvé le juste milieu, de toute manière. D'accord. Voilà. Une dernière question, un peu plus aérienne. Mm-hmm. Pour un thérapeute énergétique, où placer la frontière entre ce qu'il sait et ce qu'il croit?
c'est essentiel de pouvoir faire la différence entre les deux. Parce que c'est faire la différence entre la suggestion mentale, l'imaginaire mental et l'intuition. Justement, tout l'apprentissage du thérapeute, on parlait aussi des géobiologues, parce que tu sois thérapeute, énergéticien ou géobiologue, l'intuition, mais c'est énorme la place que ça a justement dans ces chemins. On peut pas s'en passer. C'est par là même que je dirais que tout commence et que voilà, tout se déploie ensuite. C'est l'ouverture, c'est-à-dire avoir des informations avant que ton mental puisse même y accéder. L'apprentissage, il se fait tout le long, justement, à définir clairement, ne plus se laisser rouler dans la farine avec le mental, qui essaye, d'imposer, d'amener sa science, entre guillemets. C'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'on perfectionne tout le long de la vie. D'accord. Dernière question. Pour finir, une bonne thérapie, c'est l'objectif de l'accompagné qui a été résolu pour finir simplement? Alors, la bonne thérapie, on va dire, c'est le moyen. Quelqu'un vient avec un objectif. Le résultat, c'est la libération. Donc, la finalité, c'est toujours le feedback de l'accompagné. C'est-à-dire... Il y a des gens qui se passent de feedback. Le feedback, je voulais dire, ok, j'étais venu te voir pour ça. Et ben, on a travaillé dessus et ça va mieux. La thérapie est finie. Alors, des fois, bien sûr que c'est comme quand on médite. On en reçoit tout de suite les bénéfices. On ressent. Dans une thérapie bioénergétique, aussi, on ressent les effets. Sauf que les effets optimaux sont pas forcément juste à la sortie de la thérapie. Pourquoi? Alors, parce que l'énergie, elle transmute dans l'instant présent. C'est instantané. Il n'y a pas de latence. Sauf si une perturbation, un blocage mental, mais dès que ça va s'évanouir, dès que ça va s'affaiblir, l'énergie, hop, elle trouve la faille, elle accomplit, elle fait son chemin. Il y a des personnes qui vont garder le mieux possible, en s'investissant dans leur processus thérapeutique, vont préserver, suivre l'histoire qui se passe en eux, cette transformation. Finalement, ils vont garder le bénéfice des effets beaucoup plus longtemps. Pendant tout ce temps, après séance, le cheminement et la transmutation, l'ouvrage de l'énergie continue. C'est pas, il s'arrête juste à la fin de la séance parce que voilà, il y a plus de quartz, il y a plus de main, il y a plus de thérapeute. Non, au contraire, il y a une inertie. C'est comme l'eau. J'ai déjà pris cet exemple de l'énergie, le ki avec l'eau. Si on bloque, il y a des vagues comme ça qui arrivent. Si on bloque d'un coup les vagues, elles vont pas s'arrêter, figer, ça y est, c'est fini. Non. Et il va y avoir l'inertie. Avant que l'eau se calme, il va y avoir des remous. C'est le principe de la houle. Donc, c'est exactement comme ça pour l'énergie. Et justement, les gens vont parfois se rendre compte, après des jours, des semaines, parfois après des mois, le chemin qu'ils ont parcouru depuis le jour où ils sont venus en séance. Et ça, c'est des choses que tu vois dans le temps. Et si tu es conscient, oui, si tu es investi dans ton évolution, c'est-à-dire tu es dans l'instant présent, tu vas voir les changements. Si tu es dans les automatismes au quotidien 24/24 parce que tu es pris par le cours de la vie, tu verras plus rien. Tu vois, histoire d'être en conscience ici et maintenant, c'est ce qui fait toute la différence de A à Z. Ça fait 3 fois que je te dis que c'est la dernière question, mais à chaque fois ce que tu racontes me fait rebondir. Tu as parlé de garder un bénéfice plus ou moins longtemps, mais je me souviens que dans un podcast précédent, tu parlais justement de travailler à la racine pour que le bénéfice soit définitif en fait. Ça n'a pas de rapport parce que tu sais, des fois, tu peux débloquer les choses à la racine et ça va être instantané quasiment. Par contre, d'autres moments, oui, il faudra œuvrer sur une continuité. Ça, c'est très singulier. Voilà, on peut pas dire. C'est pour ça que on peut pas faire de promesses. Encore une fois, on peut pas faire des promesses de guérison, de miracles ou de quoi que ce soit, parce que déjà l'état de la personne, ce qu'elle a à résoudre,
c'est une chose, mais ensuite, comment elle va s'investir et comment elle va vivre cette transformation, cette transmutation personnelle, qui va devoir s'étaler plus ou moins sur le long terme, c'est vraiment ces choses-là qui vont faire la différence. Le proverbe qui dit quand on veut, on peut, c'est vraiment en quelque sorte vrai. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut s'entêter quand tu veux un truc. Si tu tombes sur un mur tout le temps, bon, c'est que peut-être tu as une mauvaise manière de vouloir aborder le mur. Mais en tout cas, quand on a un objectif ou qu'on sent quelque chose, que ça revient systématiquement en nous, un souhait ou quelque chose qu'on a envie de réaliser, c'est pas par hasard. C'est que ça fait partie intégrante de notre chemin de vie et que ça nous est rappelé comme une sonnette qu'on nous agite. L'âme nous dit « t'as oublié, et ça, on l'a pas fait encore. » C'est encore une fois très singulier. Chaque cas est unique. On peut pas faire de généralité ni dans les pratiques, ni dans les traitements, ni dans comment ça se vit. Ça, c'est très personnel. Donc, au niveau du bénéfice, oui, ça va être très variable aussi. Et pour aller à la racine, ça peut se faire très vite, comme ça peut se faire sur du long terme aussi. Il n'y a pas de standard pour ça. Ok, on va se quitter là-dessus cette fois. On retrouve tous tes liens pour travailler avec toi, pour demander des séances, pour se former en biographie en description de la vidéo YouTube, j'imagine. Oui, en description, ouais. Le site, c'est Potentiel Illimité. .net, potentiel illimité sans accent à la fin, .net. Et là où il y a tous les services qui sont justement issus du Suisho Reikilo, ces services dont on parle dans les podcasts, notamment la géobiologie des 6 éléments, la thérapie énergétique, et puis on parlera d'autres modes de pratique aussi. Super, merci. Merci, à très vite.